Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este o personalitate de primă mărime a vieții publice canadiene, profesor universitar, jurist, istoric, politolog, consul onorific al României în Quebec și fost rector al prestigioasei L'École Nationale d'Administration Publique. Este una din personalitățile vieții publice de primă mărime din Canada, profesorul Nelson Michaud. Bonjour professeur et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous à RFI. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer notre survol géopolitique par le Québec. Comment percevez-vous aujourd'hui la culture francophone au Québec et dans les autres provinces canadiennes comme le Nouveau-Brunswick? Et selon vous, que réserve l'avenir pour la Fédération canadienne dans les prochaines années? D'un point de vue français. C'est une très, très grande question. Tout d'abord, je vous dirais que le fait francophone au Canada, vous l'avez souligné, est essentiellement concentré au Québec. L'essentiel de la population francophone canadienne étant sur le territoire québécois, il y a des spécificités qui sont affirmées, notamment par certaines lois qui protègent la langue. Il y a aussi des actions que le Québec a entreprises au niveau international, notamment pour la protection de la diversité des expressions culturelles auprès de l'UNESCO. Très important. Extrêmement important. C'est une action qui a été porteuse. Il y a encore eu des votes sur cette entente récemment et les positions que le Québec a fait valoir ont été adoptées. De sorte que le Québec a un héritage, d'abord, francophone. Oui, l'héritage francophone. Très, très, très important. Et il a une conscience collective de protection de cet héritage-là. Donc, c'est quelque chose qui est majeur. Et le Québec a aussi reconnaît, je dirais, une certaine responsabilité envers la francophonie canadienne dans son ensemble. Le Québec n'a pas juridiction dans les autres provinces. Évidemment. Mais en appui à la francophonie canadienne, le Québec est aussi présent. Oui. Vous avez aussi souligné la présence de francophones au Nouveau-Brunswick. C'est une communauté très particulière, la communauté acadienne. Acadienne, oui. Exactement, qui remonte... Une culture splendide. Absolument, d'une très, très grande richesse, avec des auteurs qui sont particuliers à cette culture-là. Je pense entre autres à Mme Antonine Maillet, qui est reconnue dans toute la francophonie, où elle est aujourd'hui décédée, malheureusement, mais qui a eu une contribution très, très, très importante. Donc, cet héritage-là, encore une fois, est un peu distinct de celui du Québec pour toutes sortes de raisons, notamment parce que les Acadiens ont subi une déportation lors des guerres de conquête britanniques. La population acadienne est revenue s'installer, certains intérêts. Alors, on a deux francophonies, si on veut, qui sont un peu... Deux francophonies, oui. Qui sont très cousines, mais qui ont évolué un petit peu en parallèle l'une de l'autre, mais entre lesquelles il y a des dialogues constants. Quel regard portez-vous sur la montée du populisme de droite dans l'espace public américain et comment la pression venant de Washington se fait-elle ressentir au sein de la société canadienne maintenant? C'est extrêmement présent. C'est extrêmement présent. Oui, c'est extrêmement présent. Le Canada est un pays qui est reconnu comme étant beaucoup plus progressiste. Oui, libéral, progressiste. Oui. De sorte que déjà là, on a je dirais un choc des idées entre la vision canadienne des choses et la vision américaine telle qu'incarnée par le président Trump. En fait, j'hésite même à dire que c'est la vision républicaine, parce qu'il y a des républicains aux États-Unis qui se distancent du président Trump. Et c'est une diversité absolument extraordinaire, Oui, tout à fait. Le phénomène Trump est un phénomène en soi, qui s'est vêtu des vêtements républicains pour accéder au pouvoir, je dirais. Mais il y a des républicains, comme je vous dis, qui prennent un pas de côté, sinon un pas de recul vis-à-vis Donald Trump.
plusieurs raisons pour lesquelles le Canada est très interpellé. La première raison est une raison économique. L'économie canadienne est extrêmement intégrée d'un point de vue continental. Non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec le Mexique, avec les accords de libre-échange. Oui, depuis la fin des années 80, on a une économie qui est extrêmement intégrée, aux grandes dames des Américains d'ailleurs. Ceci étant, il faut prendre en considération les manières de diversifier l'économie canadienne à l'heure actuelle. Les relations avec l'Europe, oui. Notamment. Et ça devient extrêmement important, cette ouverture vers l'Europe que le Canada a accepté de jouer. Et on remonte, à ce moment-là, on peut remonter presque au gouvernement québécois de Jean Charest. C'était pas le Canada en tant que tel, mais c'est le premier ministre du Québec, Jean Charest, à l'époque, qui avait lancé l'idée d'un accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et déjà là, on a eu une intégration un peu plus grande. Ce traité de libre-échange-là n'est pas complètement ratifié. Mais on a beaucoup parlé d'un rapprochement entre le Canada et l'Europe, voire d'une possible adhésion à l'Union européenne. Techniquement, ce serait Comment possible. voyez-vous ce scénario? Ce serait possible, techniquement. Parce que quand on regarde les conditions d'adhésion à l'Union européenne, il n'y a absolument aucun critères géographiques qui s'appliquent. Oui. Ce sont des le critère culturel, bien sûr. C'est-à-dire, d'abord, un critère politique. Oui, politique. Ça prend une démocratie vivante qui démontre les mêmes valeurs que ce qu'on retrouve. Est-ce que c'est envisageable au moyen terme? Moyen terme? Je vous dirais que, point de vue politique, oui. Point de vue économique, sûrement. Bien sûr. Point de vue du maintien des acquis de l'Union européenne, le Canada, on partage des valeurs très, très semblables. Quatrième critère, habituellement, c'est la capacité d'intégration. Ça relève de l'Union européenne. Si l'Union européenne voit un intérêt à accueillir le Canada, ça pourrait se faire. Là où je vois une pierre d'achoppement un petit peu plus grande, c'est au niveau du droit en tant que tel. Parce qu'il faudrait intégrer plusieurs normes juridiques européennes dans le droit canadien, qui est un droit déjà mixte. Au Canada, on est un pays de tradition britannique du point de vue juridique, donc de common law, à l'exception du Québec, où on a une tradition mixte. On a la common law, par exemple. Une tradition bonapartiste, non? Mais on a aussi, exactement. Pour le Code civil, le Code civil, ça vient directement du Code Napoléon. Oui, du Code Napoléon. Et par la suite, on a eu le Code civil du Bas-Canada qui a été en vigueur jusqu'à la fin des années 90 chez nous. Et là, on a un nouveau Code civil, mais toujours d'inspiration française. Et pour peu que vous fassiez une recherche sur Google, par exemple. Vous tapez, je ne sais pas moi, droit de la propriété, code civil. Si vous ne faites pas attention, vous allez avoir mélangé des articles du Code civil français et du Code civil du Québec. Alors, moi, j'ai parfois vu des gens qui me sont arrivés avec un article de Code civil. Je regardais ça, je disais, non, c'est pas dans le Code civil du Québec. Oui, j'ai trouvé ça sur Google. Bien sûr, tout le monde peut devenir un peu expert dans un domaine, mais par les moteurs de recherche. Mais il faut porter attention à ce qu'on retrouve quand même. Et on voit qu'il y a un rapprochement, même dans le vocabulaire, dans les préoccupations qui sont recouvertes par les deux codes civils. C'est très près. Et même par rapport à la Roumanie, le code civil roumain est très, très près du code civil québécois. Oui. C'est même le père du code civil actuel. Et les racines napoléoniennes, bien sûr. Oui, tout à fait, qui a contribué à l'écriture du code civil roumain. Donc, on est dans la même famille juridique. Donc, les rapprochements sont possibles, mais il y a quand même aussi des différences notoires. Comme je disais, par rapport au droit de la common law, qui est très présent chez nous, notamment en droit administratif. Et quand on parle d'intégration, pas seulement politique, mais aussi administrative à certains égards, ça peut jouer. Alors, il faudrait véritablement faire un bon travail de fond de ce côté-là. C'est probablement là où les distinctions vont être les plus grandes, je dirais. Mais techniquement, c'est pas impossible. Et pas plus tard que la semaine dernière, le premier ministre de Norvège était au Canada avec le premier ministre canadien. Et l'hypothèse dont vous venez de parler a été invoquée. Se réalisera-t-elle? Je l'ignore. Mais chose certaine, le Canada, à l'heure actuelle, doit avoir une préoccupation très, très grande. Pour l'Europe. Pour la relation avec l'Europe. D'une part,
mais plus généralement pour la diversification économique, politique, sécuritaire. Un des premiers gestes que le premier ministre Mark Carney a posé après son arrivée au pouvoir au printemps 2025 a été de s'assurer que le Canada et l'Union européenne puissent discuter sur une base commune des questions de sécurité. Alors, il y a eu une entente qui a été signée entre le Canada et l'Union européenne à cet effet-là, en juin 25, et à partir de là, on a véritablement le portrait plus complet avec le traité de libre-échange qui va finir par être... À l'heure actuelle, il est appliqué à peu près à 95%. On a cette union pour la sécurité et la défense. L'instrument SAFE de l'Union européenne pour assurer qu'on ait des ressources en matière de sécurité et de défense permet à des pays tiers d'y contribuer, à condition qu'il y ait une entente de signer entre l'Union européenne et ces pays pour des questions de sécurité et de défense. C'est le cas avec le Canada. Donc, on voit que l'Union européenne est probablement un des premiers partenaires que le Canada pourrait considérer pour ses objectifs de diversification. Selon vous, quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur les démocraties libérales en Europe et en Amérique? Est-ce le poutinisme, le technofascisme, l'extrême droite, le populisme de droite ou l'extrême gauche? C'est difficile de choisir un de ces éléments-là parce que tous sont présents, sont latents, vont émerger davantage à un moment donné ou à un autre. Je pense qu'on doit avoir une vigilance périphérique, véritablement une vigilance à 360 degrés pour ne pas négliger un angle plutôt qu'un autre. On a plusieurs menaces à nos démocraties. Je suis présentement à Bucarest pour participer à un colloque où ces éléments ont d'ailleurs été invoqués et de manière éloquente. Nos démocraties doivent être protégées. On ne peut pas prendre pour acquis que nos démocraties sont des systèmes pérennes absolus. C'est Churchill qui disait que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Alors, on doit véritablement travailler pour conserver nos acquis démocratiques. Et autant on a pu regarder la démocratie comme étant... Éterne, Oui, c'est ça, quelque chose qui allait de soi. Après la chute du mur de Berlin, la démocratie devenait la valeur universelle qu'on croyait que tout le monde allait adhérer. La fin de l'histoire, Fukuyama, bien sûr. Exactement. Donc, ce qu'on voit présentement, avec les émergences des différentes factions, soit d'extrême droite, d'extrême gauche, le populisme et le populisme a plusieurs habits, soit dit en passant. On pourra y revenir. Mais on doit véritablement porter une attention particulière à la démocratie et aussi, et ça il ne faut pas le négliger, aux institutions qui incarnent notre démocratie. Ces institutions-là sont souvent mises à mal. On va souvent critiquer, parfois avec raison, mais plus souvent à tort, le travail de nos institutions. Ce sont des institutions qui sont perfectibles. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, elles sont perfectibles. Mais elles doivent être les vecteurs qui portent notre démocratie. Elles méritent notre respect et notre contribution. Ça appartient à la population d'être partie prenante de cet exercice-là. La population ne peut pas être en recul par rapport à ses propres institutions. Elle doit être engagée dans les dynamiques institutionnelles, dans les processus institutionnels pour faire vivre ces démocraties. Comment évaluez-vous le parcours de la Roumanie au cours des 30 dernières années? Et vous êtes consul de Roumanie à Québec, un grand ami de la Roumanie. Comment avez-vous découvert la Roumanie et sa culture pour la première fois? Et quel a été le premier contact? Écoutez,
j'ai toujours été intéressé par les questions internationales. Oui, bien sûr. Et bien sûr, la Roumanie étant moi, j'ai toujours considéré un peu comme un pays phare, même au temps de l'URSS. J'ai toujours vu la Roumanie comme étant un peu le rempart à l'est de l'Europe. Probablement à cause, puis là, je suis pas jamais je voudrais qu'on m'accole l'étiquette d'expert de la Roumanie. Mais je dirais que c'est peut-être ses racines latines, communes avec l'ensemble d'une partie de l'Europe, et communes avec ce qu'on a chez nous au Québec. Oui, Roumanie, Moldavie et Québec. C'est ça. Et donc, on a des éléments communs qui attirent mon attention. Le contact qui a déclenché mon intérêt plus poussé a été par le biais de mon enseignement à l'École nationale d'administration publique, des étudiants roumains, dont un en particulier qui a fait son doctorat avec moi, M. Bourlacou. Et là, quand on a des échanges professeurs-doctorants, on parle de la thèse, mais on parle aussi de plusieurs éléments qui sont périphériques à tout ça. Et j'ai appris à connaître un peu mieux la Roumanie de l'intérieur. Et ce que j'ai découvert, ce que j'ai apprécié surtout, c'est le dynamisme qu'on retrouve ici en Roumanie. Je suis venu à quelques reprises dans votre magnifique pays. C'est un pays qui se développe. C'est un pays qui, en fait, non seulement qui se développe, mais qui est dynamique. Oui. C'est ce que je trouve d'une visite à l'autre, ne serait-ce que dans le paysage bâti, dans les édifices qui croissent, que ce soit des édifices à bureaux, des édifices à logement. C'est ce qui nous frappe quand on vient de l'extérieur. Quand on débarque de l'avion, on rentre en ville, on voit un petit peu comment le tissu urbain évolue, et c'est témoin de ce dynamisme-là. Alors, ça, c'est un élément qui me semble très important. Je crois que la Roumanie a aussi, et là, je parle en mon nom personnel, je ne parle pas au nom en tant que consul honoraire, ça n'a rien à voir avec ça, c'est en tant qu'observateur, en tant que politologue. Je vous dirais que la Roumanie a aussi plusieurs défis à relever, que ce soit en termes économiques. Vous avez un taux d'inflation qui est assez important. Donc, il faut garder l'économie saine et qu'elle puisse conserver ce dynamisme que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi toute la dimension politique. Quand je disais que c'était un peu le rempart à l'est de l'Europe, vous êtes à la convergence de pressions politiques énormes. Vous avez une frontière commune avec l'Ukraine et on sait ce qui s'y passe depuis quelque temps. Je lisais qu'il y avait aussi des mouvements qui peuvent se produire du côté de la Moldavie, qui est notre voisin, qui fait partie à toute fin pratique du grand territoire qui embrasse la mer Noire. Donc, vos défis, autant économiques que politiques, sont très présents. Et ce qui fait que le climat politique en Roumanie est intéressant à suivre aussi. Oui. Ce sont des éléments qui m'intéressent beaucoup. Quel regard portez-vous sur la pression russe et la guerre hybride que mène Vladimir Poutine contre les pays est-européens? Et comment accueillez-vous l'issue des élections hongroises et ce changement de garde à la tête du pays? De ce côté-là, bon, évidemment, venant d'Amérique du Nord, puis encore une fois, je parle en tant que politologue, en tant qu'universitaire, je vous dirais que les actions de la Russie sont extrêmement inquiétantes. C'est pas seulement ce qui se passe en Ukraine. Oui, ce qui se passe en Ukraine. Financer l'extrême droite, financer l'extrême gauche, le populisme. Tous ces éléments-là, dans le discours, dans les appuis indirects, les interventions. De bafouer les États, oui, les sociétés. Des interventions qui sont pas nécessairement toutes documentées, mais quand on fait une analyse, on peut tirer certaines conclusions. Donc, ces éléments-là sont assez inquiétants. C'est un fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça? Je pense que effectivement, c'est l'union des forces pour éviter justement qu'il y ait des débordements. Qu'on se retrouve dans une situation où
petit à petit, on gruge une périphérie pour s'attaquer au noyau à un moment donné. On ne veut absolument pas ça. L'OTAN, à ce moment-là, devient un outil de prédilection parce que, étant donné la charte de l'OTAN étant non pas une alliance offensive, mais une alliance défensive, si un des membres de l'OTAN est attaqué, c'est l'ensemble des membres qui devront réagir. Mais ça ne veut pas dire que ça va empêcher des velléités de conquête ici ou là. Donc, oui, il y a des inquiétudes. On doit prendre le temps de bien analyser les choses, porter attention à tous les signaux qu'on reçoit et faire en sorte que les réponses appropriées soient apportées, et des réponses collectives surtout. Des réponses individuelles, je ne crois pas qu'on puisse trouver des solutions par rapport à ça. Oui. Ça pourrait être ponctuellement intéressant, une réponse individuelle, mais c'est la réponse collective qui va assurer qu'on protège, comme on disait tout à l'heure, nos démocraties. Que ce soit l'appui à la gauche populiste en Bulgarie, la montée de l'extrême droite, le sentiment anti-occidental au sein du régime illibéral en Serbie, le nationalisme slovaque ou encore le révisionnisme hongrois. On semble soutenir toute idée qui dévie du centre modéré pro-européen et pro-atlantique. C'est Poutine qui fait ça. Comment voyez-vous tout ce répertoire visant à déstabiliser les démocraties européennes? Un peu comme on disait tout à l'heure. Il faut être vigilant par rapport à nos démocraties. Il y a eu des élections de leaders pro-russes ou près de l'idéologie de Vladimir Poutine. Mais ceci étant, vous avez invoqué tout à l'heure l'élection en Hongrie. Il est beaucoup trop tôt pour voir quels vont être les impacts directs. Le fait que le régime Orban a été rejeté est un signal en tant que tel, mais une fois le nouveau pouvoir installé, quelles orientations seront données, ça reste à voir. On est dans les premiers jours de ce nouveau régime, de sorte qu'il est très tôt encore pour pouvoir faire des prédictions. Le leader élu a quand même un passé très près de M. Orban, donc comment les choses vont évoluer? La distance qu'il a prise, va-t-elle s'accentuer ou va-t-elle s'amenuiser? C'est à la pratique de la politique qu'on voit ces choses-là. Oui, c'est à la pratique, oui, bien sûr. C'est vraiment dans la pratique de la politique qu'on voit ces choses-là. Donc, on doit nécessairement porter, comme je disais tantôt, une attention très, très, très particulière à l'ensemble de nos institutions et, je vous dirais, nos institutions multilatérales auxquelles on prête moins d'importance, auxquelles on prête moins de crédibilité, ont, au contraire, besoin d'un appui. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser que ce seront des gestes uniques, des gestes isolés qui vont réussir à amenuiser ces menaces-là. C'est véritablement un travail collectif. Quelle est votre vision de la dynamique des relations entre Europe et le Canada? Je crois que c'est une relation qui a toutes les chances de s'enrichir au cours des prochaines années et qui doit s'enrichir. Le fait que le Canada ne puisse plus compter sur les Américains comme étant des partenaires fiables, comme ça a été le cas depuis pratiquement la fin de la guerre de 1812 en Amérique du Nord. Le Canada et les États-Unis ont toujours évolué de pair. Le Canada et les États-Unis ont eu des tensions de temps à autre. On regarde dans les livres d'histoire, puis on se souvient tous de l'algarade entre Lyndon B. Johnson puis Lester B. Pearson à Camp David, alors que Pearson avait fait un discours la veille dans une université américaine pourfendant la guerre au Vietnam, et Johnson l'avait littéralement pris au collet pour pouvoir le ramener à la raison, entre guillemets. Donc, il y a eu des tensions comme ça c'est sûr. Mais il y a eu aussi des grands moments entre les États-Unis et le Canada. Le premier traité qui a forcé un peu la main au Royaume-Uni de donner son indépendance
international au Canada a été signé avec les États-Unis, le traité du Flétan. On a eu aussi les alliances entre le premier ministre Brian Mulroney, le président Reagan, le président Bush père, où là, le Canada avait une voix directe dans le bureau ovale, une influence importante. Donc, les leaders des deux pays étaient véritablement en symbiose et on travaillait très bien ensemble. Et là, on a vu une distanciation s'établir et une quasi-rupture. Quand on entend le président américain parler du premier ministre canadien comme étant le simple gouverneur du 51e État, non seulement c'est impoli, mais c'est faire fi d'une longue histoire de collaboration. Quand on entend le secrétaire du commerce américain dire que les Canadiens sont des nuls en négociation commerciale, c'est aussi des propos qui ne peuvent pas être tolérables de la part d'un ami ou d'un allié. Donc, on a une nouvelle donne au Canada. On a une nouvelle donne. Le Canada est un pays qui est bordé par 2 océans. Il a aussi toute une dimension pacifique. Donc, il ne faut pas négliger ces éléments-là, notamment les relations avec la Corée du Sud, avec le Japon. Ce sont des relations qui sont extrêmement... Quel regard portez-vous sur les relations avec le Pacifique? Avec le monde Pacifique? Avec le monde Pacifique, c'est des relations absolument incontournables. Incontournable. Autant l'Europe est extrêmement importante, autant il faut qu'il y ait cet équilibre-là avec le monde Pacifique. Je viens de parler du Japon, de la Corée du Sud, mais il faut aussi penser à l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada, avec le Royaume-Uni, les États-Unis et ces 2 pays, Australie, Nouvelle-Zélande... on a des relations très fortes, non? Des relations très fortes, et ils font partie de ce qu'on appelle les Five Eyes. C'est 5 pays qui partagent de l'information extrêmement sensible sur des questions de sécurité. Et un héritage. Oui, un héritage politique commun et tout ça. Donc, ce lien-là, sécuritaire, a un ancrage européen par le Royaume-Uni, mais aussi pacifique par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Si vous allez en Colombie-Britannique, au Canada, par exemple, vous n'avez pas l'impression que le Canada est un pays lié à l'Europe. Vous avez littéralement l'impression que le Canada est un pays du Pacifique, du monde Pacifique. Du monde Pacifique, du contour du Pacifique. Ça, c'est clair. Le Canada fait partie des alliances qui sont caractérisés par la présence du Pacifique. Alors, c'est aussi un élément qui est en cause dans la réflexion de la politique étrangère canadienne en général. Je dirais qu'il y a un 3e océan au Canada, l'océan Arctique, qui est aussi extrêmement important. Si vous prenez une carte avec une projection polaire et que vous regardez du côté de la Russie, c'est extrêmement peuplé, alors que du côté du Canada, c'est pratiquement vide. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec le réchauffement climatique, le passage du Nord-Ouest va devenir une voie navigable quelques mois par année. Alors, plutôt que passer par Panama, très souvent, on va passer par le nord, ça va aller plus vite. Les eaux sont des eaux canadiennes, en très grande partie. Il y a des eaux internationales, oui, mais les eaux canadiennes, le passage, entre autres, le Canada, affirme que c'est des eaux sur lesquelles il y a juridiction, ce que les Américains refusent de reconnaître. Donc, il y a plusieurs joueurs qui sont là. Même la Chine est extrêmement présente en Arctique. Oui. De sorte qu'il y a aussi cette dimension-là. Donc, la politique étrangère du Canada, oui, je reviens à votre question par rapport à l'Europe. Oui, c'est extrêmement important, mais... les diversifier, bien sûr. Il faut qu'elle soit mise dans le portrait global des choses. C'est un axe majeur de développement de politique étrangère canadienne, de politique de sécurité, de politique économique, mais ce n'est pas le seul axe. Il faut que le Canada puisse jouer sur tous les tableaux qui l'intéressent et du côté arctique notamment, non seulement du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue des ressources naturelles. Il y a énormément de ressources naturelles qui sont là. La plupart des frontières terrestres autour de la planète sont très bien définies. Les frontières maritimes sont parfois beaucoup plus floues. Étant donné qu'est-ce qu'on va définir, par exemple, comme étant le plateau continental. Il y a, dans le Grand Nord, il y a la dorsale de Lomonosov. La Russie prétend que c'est une extension de son plateau continental. Oui. Le Danemark, il voit un intérêt. Le Canada, il voit un intérêt. De sorte que où s'arrêtent les eaux, où chaque
État a une juridiction, ce sont des choses qui doivent être constamment débattues. Et pas seulement pour arbitrer qui a droit de passage ou non, mais il y a aussi le sous-sol qui est là. Et le sous-sol regorge de ressources extrêmement importantes qui font l'envie de tous les États du monde. De sorte que le Canada a un rôle de protection de ses propres intérêts extrêmement important à faire de ce côté-là. Très bien. Comment voyez-vous l'aboutissement du projet national d'intégration de la Roumanie au monde occidental, notamment l'adhésion à l'OCDE, à zone euro et au programme de dispense de visa waiver? Écoutez, ce sont des éléments de politique intérieure de la Roumanie. Oui. Je ne veux pas m'immiscer dans les décisions politiques roumaines, loin de là. C'est l'aboutissement d'un projet national. C'est ça. Alors, laissons aux Roumains le soin de décider du sort de la Roumanie, mais je vous dirais que, en principe, comme je disais tout à l'heure, les grands ensembles me semblent la voie la plus assurée pour apporter des réponses aux défis du monde contemporain. Alors, les efforts qui sont faits pour favoriser la croissance de ces grands ensembles-là sont les bienvenus. Maintenant, qu'est-ce que ça représente exactement comme défi intérieur? Ça appartient à chaque État, dont la Roumanie, de bien les évaluer et de prendre des décisions en conséquence. Que représente la Roumanie en tant que pilier dans les Balkans, en Europe centrale et de l'Est pour le monde occidental? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La Roumanie, quand on le regarde d'un point de vue d'analyse géopolitique, encore là, je ne vais pas me parler de politique intérieure roumaine. C'est une analyse géopolitique, géopolitique. Européenne et régionale, oui. C'est un peu une clé de voûte, la Roumanie. Le delta du Danube qui se jette dans la mer Noire est une porte d'entrée sur l'Europe. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue économique, c'est un vecteur extrêmement important. Du point de vue purement géopolitique, on mentionnait la frontière commune avec l'Ukraine, la Moldavie. Il y a la Bulgarie au sud qui peut exercer des pressions aussi. Il y a la Hongrie qui est à côté. Alors, la Roumanie est entourée de défis à ce niveau-là et devient un acteur de première importance. Je vous dirais, je vais vous relater un peu ce que je dis au Canada quand je parle de la Roumanie. Je fais valoir que le Canada a tout intérêt à renforcer ses liens avec la Roumanie, notamment, justement pour ces grandes questions-là. Être en appui avec à la Roumanie à certains égards, pour des raisons de sécurité, pour des raisons économiques, ça va de soi, mais aussi parce que le Canada doit être un partenaire fiable à l'intérieur de ses alliances. Alors, la meilleure façon, à mon avis, quand je le regarde en tant qu'analyste, la meilleure façon de voir un engagement se concrétiser, c'est par des réalisations qu'on peut mesurer, des gestes qu'on pose, pas simplement des discours qu'on prononce, mais des gestes qu'on pose. Donc, ces alliances entre la Roumanie et le Canada pourraient devenir très porteuses. Alors, nous avons un partenariat très fort. Il y a déjà des partenariats qui sont établis. Et ce que je vois dans tout ça, c'est, comme je viens de l'évoquer, une possibilité pour le Canada d'agir concrètement pour démontrer son intérêt véritable dans l'alliance qu'il veut bâtir avec l'Union européenne par le biais de la Roumanie. Le Canada a des liens très forts avec le Royaume-Uni, même si on sait que depuis le Brexit, techniquement, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, mais géographiquement, oui. Politiquement, oui, évidemment. Il y a un point important. Avec la France, ça va de soi. Avec d'autres pays européens, le Canada est aussi très présent, mais il doit s'assurer d'étendre son réseau d'influence. Et un autre élément qui est important, c'est que la Roumanie fait partie de plusieurs organisations multilatérales où se trouve aussi le Canada, dont l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, très important. C'est peut-être pas l'organisme international qui a le plus de présence dans les discours au quotidien quand on parle de politique étrangère ou quoi que ce soit, l'OIF. Mais c'est quand même un regroupement majeur d'États qui ont en commun une vision du monde. On doit créer
une organisation très forte. C'est ça. Et si on veut renforcer cette organisation de l'OIF, je pense que le Canada est en position de le faire. Le Québec qui a un siège aussi, et la Roumanie qui a déjà d'ailleurs accueilli le sommet de la francophonie il y a quelques années. Donc, ça pourrait être des éléments fort intéressants sur lesquels travailler. Nous avons le technofascisme, le populisme de droite, le populisme de gauche, le phénomène Trump. Comment pouvons-nous défendre la démocratie et défendre notre espace public? C'est un peu vous venez de toucher en parlant d'espace public, vous venez de toucher un point extrêmement sensible. On a vu depuis le gouvernement de Margaret Thatcher au Royaume-Uni une tendance à traiter l'État comme une entreprise privée. Oui. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un élément avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, même quand l'émission sera diffusée au Québec, probablement que les gens qui sont au gouvernement, qui ont une vision très, très affairiste de l'État, ne trouveront pas mes propos tout à fait à leur goût, mais il reste que, oui, l'État de droit est un pilier central. On s'entend là-dessus. On doit respecter les règles qu'on s'est données. Ça va de soi. Et les marchés, bien sûr. Et les marchés, bien sûr. Et la liberté pour le capital, pour... Tout à fait, ça j'en suis. Sûr. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, OK. Qui a créé la prospérité occidentale après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Si on n'avait pas eu un filet de sécurité sociale... on n'aurait pas été en mesure... Sécurité sociale, bien sûr. On n'aurait pas été en mesure d'avoir les croissances économiques qu'on a connues. Oui. Ça va de pair. Alors, c'est pas en opposition. Et c'est là où j'ai une difficulté. C'est que, c'est pas en opposition le secteur privé et le secteur public. Oui. Ça doit être en dialogue constant. On doit nécessairement avoir un secteur privé fort, dynamique, entrepreneur, innovant. La vision thatcheriste de privatiser tout, de privatiser l'État, de privatiser les compagnies. L'éducation, j'ai plus de difficultés avec la vision. On doit gérer un ministère comme on gère une entreprise privée. Le premier problème, c'est que... Et la tradition francophone qui s'oppose. D'une part, mais c'est surtout que l'entreprise privée a un but dans la vie, le profit. Oui, c'est le profit. Et c'est tout à fait logique, normal et sain. Le secteur public ne peut pas penser faire des profits sur le dos des contribuables. C'est ridicule. Il n'y a personne qui oserait avancer une idée comme ça. Donc, déjà, on est dans deux logiques complètement différentes. Ensuite de ça, le secteur privé doit être en mesure de se retourner rapidement pour plaire à ses actionnaire. Le secteur public, on se plaint de la lourdeur du secteur public, mais le nombre de parties prenantes auxquelles une décision publique va porter, sur laquelle une décision publique va porter, est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus d'enjeux à considérer. Il y a beaucoup plus d'éléments à mettre en relation, de sorte que c'est sûr qu'on ne peut pas travailler au même rythme. Ensuite de ça, quand on travaille dans le secteur public, on ne peut faire que ce que la loi nous permet de faire. Oui. Dans le secteur privé, on peut tout faire, à moins que la loi nous l'interdise. Oui. Encore là, on est dans des dynamiques qui sont complètement différentes. Alors, je pense que la première des choses, c'est de reconnaître au secteur public, aux administrations publiques, leur spécificité, leur nature propre, et faire en sorte que ces administrations publiques travaillent en plein appui avec les décideurs politiques. Et de renforcer la position d'un fonctionnaire, par exemple, dans la société. L'autre fonctionnaire, ou les fonctionnaires, bien sûr, représentent une catégorie sociale très importante. Extrêmement importante. Extrêmement importante parce que l'administrateur, l'administratrice publique va travailler en notre nom. Oui. Vous et moi, on n'ira pas collecter les impôts de nos voisins. On ne peut pas regarder les affaires et le profit comme le duo de la société. Non, c'est ça. Et on doit toujours avoir ce que j'appelais le bien commun, cette volonté de servir le plus grand nombre
avec les meilleurs outils, au meilleur coût, etc., etc. Donc, c'est deux dynamiques qui sont complètement différentes. Et pour bien servir nos démocraties, je pense que cette distinction-là doit véritablement s'affirmer. Oui. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand Elon Musk est arrivé à côté de Donald Oui, Trump. bien sûr. Vous l'avez vu comme moi avec sa scie à chaîne sur la scène, il disait « Je vais couper dans l'administration publique, vous allez voir, moi je vais gérer ça comme Tesla et ça va bien aller. Oui, » Combien de temps ça a duré? Bien sûr, oui. Ça ne peut pas fonctionner. Non. Parce qu'il y a une complexité. Et c'est une forme d'extrémisme qui menace les sociétés maintenant. Ben, c'est-à-dire qu'il y a la complexité du service à autrui qui nous amène dans une autre dimension. Et nier cette dimension-là, c'est nier que l'administrateur public a reçu un mandat de la population. Et là, on vient de définir la démocratie. Oui. Alors, c'est pour ça que j'amène l'idée que si on respecte nos administrations publiques, si on est en mesure de reconnaître la spécificité de nos administrations publiques, on est en mesure de reconnaître le cœur même de nos démocraties. Oui. Et ça, c'est important. Et je pense que nos États occidentaux ont besoin de se recentrer sur cette nature propre du secteur public si on veut que nos démocraties continuent d'évoluer, continuent d'être en bonne santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous à RFI. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Beaucoup. O călătorie geopolitică de cele două maluri ale Atlanticului, alături de un invitat special, profesorul Nelson Michaud. O călătorie geopolitică într-o lume complexă, dar foarte apropiată de cea europeană, în Canada și, nu în ultimul rând, într-o regiune inimă a francofoniei, Quebec. Vă mulțumesc foarte mult, sunt Cristian Gava, până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!